Bienvenue dans ce tout premier numéro de C'est encore possible, le spécial podcast pour les personnes handicapées inspirantes. Et pour ce premier numéro, j'ai l'honneur de recevoir en toute modestie le premier de sa génération, le premier dans son domaine. Franchement, pour ce premier numéro, je n'aurais pas rêvé mieux. On reçoit aujourd'hui Monsieur Martin Camus-Mib. Bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Je suis très honoré. Même comme je n'aime pas beaucoup qu'on me présente comme une personne handicapée, parce que je crois que je suis juste une personne à mobilité réduite, parce que le handicap est limitatif. Et pour moi, je ne vois pas en quoi est-ce que je suis handicapé dans quoi que ce soit. Je fais tout normalement et donc je dirais que je n'ai pas une mobilité comme tous les autres à la Usain Bolt ou pour les footballeurs, mais ça va, je suis plutôt bien. Super, ça commence bien. Pour ceux qui ne savaient pas, on vient de découvrir quelque chose, personne à mobilité réduite. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas, brièvement? D'accord, moi je suis Martin Kamemim, je suis journaliste de métier, de profession. J'ai travaillé, bourlingué à travers l'Afrique, le monde. Je suis commentateur des matchs de foot. Je suis écrivain également, coach et consultant pour plusieurs organisations. Mais j'aime quand on me présente comme étant journaliste parce que c'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité, parce que je cumule quand même plus de 25 années de carrière derrière moi. Et donc aujourd'hui, je me présente comme un journaliste, commentateur de matchs de football, parce que j'ai eu le bonheur quand même de faire beaucoup de compétitions à travers le monde. Et c'est cette identité qui me permet, mais je n'ai pas oublié celle d'enfant de Dieu, parce que finalement, après avoir bowlingué, le Seigneur m'a pris dans ses griffes et dans ses bras. Et aujourd'hui, je suis très heureux de me présenter comme étant un serviteur de Dieu, comme étant un enfant de Dieu, comme étant un homme de médias que Dieu a appelé pour mettre son talent à son service. Et puis, partout où je suis, je me sens comme investi d'une mission d'évangélisation aussi. Gloire à Dieu. OK. Avant d'arriver à ce Martin Camus que tout le monde connaît, cette star interplanétaire, Ah ouais. est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça a commencé? D'accord? Mon C'est-à-dire, métier ou non, le métier d'abord. Après, on viendra sur le handicap. Ah, d'accord. Comment la passion, comment c'est né? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, forcément, il y a des difficultés, mais moi, j'ai été frappé par la polio à l'âge d'un an et demi. Et j'ai mes frères qui jouaient beaucoup au foot. Donc, moi, je n'ai pas eu la possibilité, comme tout enfant, de jouer au foot. Et lorsque mes frères allaient jouer, ils allaient avec moi, puisque c'était comme une petite punition que mon père leur avait donnée. Il leur disait, si vous voulez aller jouer, vous portez votre frère et vous partez avec lui. Donc, moi, j'allais m'asseoir à côté de la pelouse et ils jouaient. Et comme je m'ennuyais et comme je n'avais rien d'autre à faire que de les voir jouer, moi, je simulais les commentaires à l'époque, puisque je les écoutais à la radio. Et j'essayais de simuler, j'inventais des noms, je faisais un peu de show, et puis les gens, ils aimaient ça, ils appréciaient. Et j'ai grandi dans un environnement de foot, puisque mon père m'aimait le foot, on achetait des journaux de foot. C'est de là qu'est venue cette passion. Et puis finalement, lorsque je suis arrivé au lycée, je suis devenu président du club journal, et les interclasses, je faisais des commentaires de matchs dans la ville d'Édé au Cameroun. Et c'est comme ça finalement que cette passion s'est développée lorsque je suis devenu journaliste professionnel, parce que j'avais une envie incroyable de faire du journalisme. Lorsque je suis devenu journaliste professionnel, de façon naturelle, j'ai été orienté vers le sport, et puis j'ai commencé donc à travailler dessus. Ça m'a amené à travers beaucoup de stades dans le monde, à travers des médias comme Canal+, en France, Vox Africa en Afrique, Equinox au Cameroun, STV, et puis j'ai lancé une chaîne de radio RSI en 2013. Donc je suis un homme de médias totalement consacré au journalisme de sport. Aujourd'hui, après, avec mon expérience, j'ai commencé à faire des formations, des coachings, à accompagner des personnes vivant avec le handicap ou pas, parce que euh, j'ai également euh, appris à surmonter les difficultés au quotidien, parce que quand on parle de difficultés, la première difficulté, c'est qu'on vit dans une société qui n'est pas préparée à recevoir des personnes qui vivent avec
le Exact. handicap. Donc, du coup, c'est compliqué partout, accéder dans des espaces publics, aller à l'école normalement. Et donc, je peux dire que toutes ces difficultés étaient forcément handicapantes. Et lorsqu'il a fallu que je commente les matchs, il fallait aller dans des stades. Vous savez, dans des stades, pour grimper des marches, il Oui. fallait dans des tribunes et tout cela. C'était des difficultés, mais je crois que le talent aidant, on a essayé de s'adapter à ma mobilité et puis on m'a donné des conditions idéales pour que je puisse faire normalement mon métier. Vous êtes une preuve vivante que on peut être bel et bien une personne à mobilité réduite et réaliser des performances que même les personnes qui n'ont pas de problème de mobilité peuvent accomplir. La preuve, vous avez été le tout premier Africain, d'accord, à avoir commenté une Coupe du Monde. On a bien envie Oui, de... oui, en fait, la nuance, c'est que je commentais les Coupes du Monde pour plus de 50 chaînes de télévision en Afrique. C'est dans le cadre de l'Union africaine de radiodiffusion. C'est généralement, en fait, je suis le premier à commenter une finale de Coupe du Monde en position de commentateur où tu commandes pour toutes les télévisions africaines. Toutes les télévisions africaines étaient connectées à mon commentaire en 2010 d'abord et en 2014 par la suite parce que j'ai fait 2 Coupes du Monde, les matchs d'ouverture et la finale. Et donc, oui, et j'étais même d'ailleurs le premier africain résident en Afrique à faire un plateau sur Canal+. À l'époque, nous on ne connaissait pas Canal+, Sport 1, 2, 3, 4, c'était Canal+, Horizon, et c'était une seule mission. Je l'avais fait en 2012 à la CAN au Gabon. Parfois, je me demande si tout cela m'attendait, mais je crois que ça fait aussi partie des choses qui m'ont aidé à dominer véritablement le handicap et à passer le message aux autres personnes qui vivaient dans la même situation que moi, que tout était possible et qu'on pouvait réaliser des prouesses incroyables. Voilà. Exactement, exactement. Tout est possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi le nom de l'émission, C'est encore possible, Ouais. pour montrer aux gens que, certes, on est passé par des situations difficiles, certes, on a été frappé par le handicap, mais c'est encore possible de se relever, d'atteindre les sommets. Et je le dis encore une fois, vous êtes une preuve vivante que cela est bel et bien capable. Donc, s'il y a des parents qui nous regardent, qui nous suivent en ce moment, euh, voilà, notre invité du jour, ses parents, parce que je l'ai lu dans votre livre Debout, étaient un peu contre le choix de votre profession. C'est chose courante, hein. Des fois, on voit des parents qui essaient de... Bon, est-ce qu'on va dire imposer Non, selon... non, mais je crois que mon père avait un souci. C'était pas qu'il ne voulait. En fait, je suis né dans une famille de 10 enfants. Et j'étais une tête de proue parce que j'avais des aptitudes académiques qui étaient quand même avérées. Tout le monde estimait que j'étais brillant. Et n'étant pas issu d'une famille forcément nantie, mon papa estimait qu'il fallait que je fasse un métier qui peut facilement m'aider à aider mes frères. Et il estimait que le journalisme dans le contexte africain n'est pas ce type de métier. Et je me rappelle qu'à un moment, je lui avais dit que je serais le premier journaliste riche d'Afrique et que si les autres n'ont pas été riches, moi, je ne vois pas pourquoi moi, je ne serais pas riche. Je ne peux pas dire que j'ai été riche, mais je peux quand même dire que j'ai réussi à fonder une famille, à aider mes frères et mes sœurs à aller à l'école, à faire plaisir à tous ceux qui étaient à côté de moi. Donc, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas payé, ça m'a très bien payé même d'ailleurs. Et donc, je crois que son souci était davantage lié au contexte économique et de global. Même si je pense que dans le fond, il se disait également que compte tenu de ma situation, on ne me faciliterait pas la tâche. Et je crois qu'il voulait me protéger dans un sens, mais c'était sans compter avec ma capacité de m'engager à sauter les barrières et à dépasser les limites de l'acceptable. Faire. Donc, je vous en supplie, je suis consciente qu'en Afrique, jusqu'à maintenant où on tourne cette émission, il y a dans certaines zones des parents qui cachent leurs enfants à cause de leur handicap. Je vous en supplie, ne le faites pas. Je prie vraiment, partagez massivement cette émission pour que ça tombe dans les oreilles de ses parents, afin qu'ils sachent que c'est bel et bien capable. Si lui, il a réussi à se positionner, c'est que votre enfant en situation de handicap aussi peut. Votre enfant à mobilité réduite aussi peut. Il y a espoir. Certes, ça ne sera pas facile,
mais il faut qu'ils s'arment d'un mental vraiment fort. Et notre invité aujourd'hui est quelqu'un de très fort mentalement. Oui, D'accord? mais il faudrait aussi dire que tout le monde n'aura pas ce mental. C'est pour ça qu'il faut, en interpellant les familles, interpeller aussi les pouvoirs publics. Parce que tout le monde ne va pas faire les mêmes bagarres ou les mêmes combats que Martin a fait. Martin peut avoir gagné un combat qui peut servir à d'autres, mais il faudrait que, dans le cadre global, qu'on arrête avec des préjugés, qu'on arrête avec des limitations, qu'on arrête avec les discriminations. Parce que lorsqu'on est dans l'espace public, l'accès au bâtiment est difficile. Vous êtes déjà en train de disqualifier ceux qui sont en situation de handicap, qui peuvent travailler. Il y a des entreprises où, pour accéder à des bureaux, il faut prendre des marches, il n'y a pas d'ascenseur. Ça aussi, il faudrait que la société pense à ne pas renvoyer une image de discrimination naturelle vis-à-vis des gens. Et que ceux qui nous regardent, ceux qui sont autour de nous, enlèvent le mot pitié de leur vocabulaire. Parce que quand ils développent la pitié, en réalité, ils renvoient les complexes à ceux qui vivent dans une certaine situation. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être vos frères. Moi, j'ai grandi dans un environnement où on me faisait faire presque les travaux comme tout le monde, laver les assiettes. Et je n'avais jamais perçu qu'on me discriminait par rapport à ma situation. Et le problème n'est pas que je fasse correctement comme les autres ou comme les autres font. Mais le problème, c'est qu'on me montre que je suis totalement intégré et considéré pour faire un certain nombre d'activités. Mais quand on disqualifie tout de suite, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose à faire à la maison et qu'on disqualifie tout de suite l'enfant qui vit avec le handicap, on est en train de lui rappeler ce handicap de façon permanente et c'est ce qu'il faut éviter. Justement, parlons de discrimination naturelle qui est très, très subtile au point où moi-même, j'étais surprise de me retrouver dans ce groupe-là. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Parce que c'est des choses que certaines personnes font et ne se rendent pas compte. Ce serait bien d'attirer leur attention là-dessus. Il faut dire que la discrimination subtile, elle n'est pas méchante parce que tout le monde dans la société, et c'est ça que j'enseigne également aux personnes vivant avec le handicap, tout le monde dans la société ne vous en veut pas. Il y a des gens simplement qui ne savent pas et qui vous heurtent ou ils n'ont pas l'éducation pour ne pas le faire. C'est-à-dire lorsque on veut identifier, si vous dites « Ah, tu connais Martin Camus » et quelqu'un te dit « Ah non, tu veux parler du journaliste qui est handicapé là ?» En réalité, l'image que tu renvoies à celui à qui tu parles, c'est qu'on doit m'identifier par la différence. Il faut éviter d'identifier les gens par la différence. Quand vous êtes avec votre époux, votre épouse, et que même dans vos moments d'intimité ou dans d'autres situations, vous avez l'impression qu'il vous renvoie de la pitié par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. C'est des discriminations subtiles, mais en fait, celui qui est en face de toi ne perçoit pas toujours ça comme une discrimination, mais on doit éviter d'identifier les gens par des différences, de considérer les gens par des différences. Parce que lorsque, de façon naturelle, on veut se lever et que quelqu'un te dise « Ah non, mais trouvez-lui, lui ne peut pas. » Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que quand on entre ici et que moi-même, je ne peux pas me lever, je vais avoir besoin d'une assistance. Et là, elle est volontaire. Mais lorsque vous-même, de façon naturelle, vous êtes porté à le faire, parfois, c'est des discriminations subtiles qui peuvent frustrer. Un jour, j'étais en train de faire une exhortation à l'église et lorsque mon tour de faire l'exhortation arrive, je vois comment on a mis une table, on a mis une chaise et on dit, je demande pourquoi, on dit non, parce qu'on sait que toi, tu as besoin de t'asseoir. J'ai dit, mais pourquoi j'ai besoin de m'asseoir? Je peux parler étant debout. Mais eux, en réalité, ils avaient le souci de me mettre dans des conditions de le faire. Mais moi, j'estime que je n'en ai pas besoin. Il faut que je leur demande pour qu'ils comprennent que je peux avoir besoin de ça. Et lorsque vous arrivez, par exemple, dans un immeuble, vous avez un frère qui habite au 3e étage, 2e étage, je ne sais pas, et il vous dit, oh, lorsque vous allez arriver, non, on va vous aider à monter. Il ne se rend pas compte qu'en fait, votre problème n'est pas qu'on vous aide ou qu'on ne vous aide pas, mais votre problème est que vous puissiez arriver là où vous devez arriver sans qu'on vous donne l'impression de vous déshumaniser, Parce que lorsque vous arrivez, il y a des vigiles qui peuvent vous porter. Ils se donnent même. Moi, j'ai vu des gens, j'arrive quelque part, ils sont très portés. Ah non, mais Martin, on peut t'aider. Mais en fait, ils le font volontairement. Ils sont honnêtes, ils sont de bonne foi. Mais dans la subtilité de ce qu'ils font, ça peut me frustrer. Parce que je me dis, mais pourquoi on n'a pas pris des dispositions pour que moi-même j'entre sans que j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir, pour me porter, parce que c'est parfois déshumanisant. Et donc, dans la discrimination subtile, il faudrait que les personnes vivant avec le handicap elles-mêmes tiennent compte du fait, tout à l'heure, je parlais avec vous, vous êtes en train de dire à quelqu'un, non, quand vous allez venir, dites que la femme qui a les béquilles. Bon, mais lorsque vous leur dites, eux, ils gardent ça,
Mais en réalité, ils vous identifient par la différence, ce qui n'est pas normal. Vous appelez FAO, on doit vous appeler FAO. Arrivez dans un coin, demandez FAO, vous allez vous retrouver. Et donc, c'est très subtil, mais ça construit des différences. Un père qui dit à son enfant, ah, la maison, tu ne connais pas la femme grasse ou la personne handicapée qui habite dans un coin, on identifie par les différences. Et c'est ça que j'appelle, dans mon concept, la discrimination subtile, qu'il faut éviter parce que elle fait plus mal que la discrimination normale. Et d'ailleurs, moi, je suis pour que tous les centres de handicapés qui existent, qu'on les ferme, parce que c'est des constructions de complexes, c'est des centres de construction de complexes, ça n'aide pas l'insertion. Vous ne pouvez pas enfermer des gens dans un espace où ils vivent, ils ont les mêmes problèmes et vous pensez que vous allez les aider à s'insérer dans la société. Non, ils vont s'auto-exclure de façon naturelle parce qu'ils vont comprendre qu'en face, il y a le rejet. C'est pour ça qu'on les a regroupés. C'est important que ces enfants soient en contact avec les autres enfants. Ça permettra aux deux camps de se connaître. Ça ne devrait même pas être un effort. Il naît dans une société, vous le laissez grandir dans une société. Pourquoi est-ce qu'on doit faire comme si on faisait un effort de le faire grandir avec les autres enfants? Il est dans la société, il vit avec les autres dans la société, et puis c'est comme ça. Moi je dis toujours, il faut faire attention à des petites choses qui peuvent parfois être un problème pour tout le monde. On vit dans la société, laissez-moi vivre dans la société. Si j'ai besoin d'aide ici de façon naturelle, je vais appeler FAO, je vais appeler X. Je vais lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? Là, c'est volontaire. Moi-même, je consens, je la valise. Mais même si ça peut être pas toujours bien, mais au moins, c'est consenti. Okay. Et comme je le disais au tout début, notre invité du jour est le premier dans son domaine. D'ailleurs, une petite anecdote sur son nom, Camus Mime. Camus qui vient de... de l'écrivain Albert Camus, oui. Voilà. Ouais, parce que j'étais brillant en littérature et voilà. Donc. C'est pour ça qu'on m'a appelé. Mais vous savez, je dis généralement aux personnes qui vivent avec le handicap, utilisez vos atouts pour vous faire respecter. Ouais. Moi, au lycée, j'ai eu moins de problèmes de discrimination parce qu'en réalité, je travaillais bien, j'aidais mes amis à faire des devoirs, je leur expliquais plein de choses. Et donc, j'étais sympathique pour eux. Ils savaient très bien qu'ils avaient intérêt à ce que je sois toujours à l'aise. Et dans ce cas, il ne devait pas avoir de problème. Donc, il faut que si tu es brillant, tu utilises ton intelligence et tout cela, ça va aider à se faire respecter. Et moi, je crois que mes camarades de classe, pour beaucoup m'ont respecté parce que quand je n'étais pas président du club journal, j'étais président de la coopérative. Quand je n'étais pas président de la coopérative, j'étais premier de la classe. Et à notre époque, on proclamait les résultats par ordre de mérite, c'est-à-dire qu'en public, tout le monde savait que celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. Donc, ça m'a permis de me faire respecter. Donc, si vous pensez que vous avez un atout, utilisez cet atout. Ça peut être une solution pour atténuer les effets de la discrimination. Et c'est ça que je voulais expliquer. D'accord. En tant que personne à mobilité réduite, j'avoue que les obstacles font partie un peu de notre parcours. En fait. Ouais. Et ça peut servir non seulement aux personnes à mobilité réduite, mais aux personnes aussi dites valides qui n'ont pas de soucis. C'est-à-dire, quand on lit votre livre, il y a des personnes qui ont eu des langages déplacés envers vous et au lieu de vous apitoyer, au lieu que ça vous décourage, vous vous êtes servi de cela comme une source de motivation pour avancer. Ça, c'est un message fort que vous donnez et j'aimerais que vous vous adressez à cette jeunesse-là concernant les jeunes à mobilité réduite et aussi aux jeunes valides, en fait. Mais vous savez, moi, quand je donne des conseils, en fait, je ne donne pas spécifiquement j'estime que donner même des conseils aux personnes vivant avec le handicap, moi, je ne vais pas vous apprendre à vivre d'une situation que vous ne pouvez pas changer. C'est-à-dire que vous vivez dans une société, vous avez un handicap ou un problème, vous cherchez une solution pour vivre. Alors, si moi, ils doivent donner des conseils par rapport à cette solution, c'est que vous refusez votre situation. La première étape de vie de personnes qui vivent avec le handicap, c'est d'accepter sa condition. Il ne faut pas être dans le rejet, dans le déni. Si tu es dans le déni, tu ne vas pas vivre. Moi, c'est pour ça que je trouvais absurde que quelqu'un me dise
ah, regarde-moi le boiteux là, et qu'on trouve que ça doit me faire mal. Ça me fait pas mal. Parce qu'en fait, je sais que je suis ainsi. Et donc, si tu me renvoies ça, à la réalité, tu m'apprends rien. Ouais. Je suis dans cet état d'esprit. Mais maintenant, si il peut y avoir quelque chose que je peux faire et que tu me discrimines de façon naturelle, parce que tu estimes que je le suis, là, ça peut me frustrer. Et qu'est-ce que moi je dis aux gens? Vivez comme si vous étiez le maître de votre propre vie et que ce n'est pas le regard de quelqu'un, ce n'est pas la direction que quelqu'un vous donne qui va faire ci ou qui va faire ça. Très Moi, important. quand on composait au lycée, je composais comme tout le monde, j'étais premier de la classe ou pas, et les autres comprenaient que ce n'est pas avec les jambes qu'on réfléchissait, Exact. c'est avec le cerveau. Exact. Et donc, Exact. s'ils m'attaquent sur le fait que je n'ai pas de jambes, je vais les attaquer sur le fait que leur cerveau est handicapé. Donc, du coup, je ne vois pas en quoi moi je vais dire à quelqu'un qui ne veut pas accepter sa situation qu'il faudrait que tu vives comme ci ou comme ça. Ce que moi je dis aux gens, vis la vie. Parce que même lorsque tu es supposément valide, il faut que tu réussisses à t'adapter à la vie que la société t'impose. Il y a des gens qui sont valides de 2 pieds, ils marchent, ils courent, ils descendent, ils n'ont pas de boulot, ils sont chômeurs. Oui. Mais alors, et donc, ce n'est pas avec les pieds qu'on travaille, et on travaille avec ce qu'on a pu avoir dans la tête. Et on a un avantage. Moi qui m'a aidé, c'est que comme je ne bougeais pas comme mes frères et que je jouais systématiquement, j'étais plus stable, donc je lisais plus, je me cultivais plus facilement. Donc, chaque situation a un avantage qu'il faut juste chercher à exploiter à son avantage. Il ne faut pas penser que si on ne vous a pas donné la possibilité de courir comme tout le monde, ça peut faire mal. Mais on vous a donné autre chose et il faut exploiter ça. C'est un avantage qui vous permet de ne pas peut-être vous disperser et d'être plus concentré. Donc, en gros, faire de son handicap un atout et non quelque chose qui va te... Mais vivre au même comme s'il n'y avait pas de voilà. handicap dans votre tête. Voilà, Vous je savez comprends. que vous ne pouvez pas courir, alors ça ne sert à rien d'aller faire le 100 mètres. Si vous allez faire le 100 mètres, on va vous frustrer, c'est normal. C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas de jambes pour courir. Vous allez faire le 100 mètres. Vous dites que vous allez faire le 100 mètres avec les autres. Tout le monde va se moquer de vous et vous aurez cherché ça. Alors, vous faites ce qui convient aux aptitudes que vous avez. Parce que même dans la société, ceux qui sont supposément valides ne font pas tout. Pourquoi vous voulez tout faire? Si on vous donne les jambes, et c'est ça qui va résoudre quel problème que vous pouvez résoudre avec la situation que vous avez. C'est vrai que j'aurais aimé porter mes enfants, aller dans la cour, m'amuser, courir, danser, mais après, je ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais ce que mes aptitudes me permettent de faire. Parce qu'il y a d'autres mecs qui n'ont pas de cerveau, qui ne peuvent pas dire ce que je suis en train de vous dire à ce moment. Est-ce qu'ils doivent donc me regarder en se disant « Ouais, mais pourquoi Dieu ne m'a pas aimé ?» Ils vont s'apitoyer également sur leur sort. Qu'est-ce que j'ai à donner à cette société pour que, même si elle a l'intention de me frustrer, elle se frustre elle-même parce que moi, je peux leur refuser ce que j'ai. Hein? Ah, mais donc c'est ça. Moi, je dis, lorsque je suis en train de commenter un match, jamais je ne peux. Mais je vous dis, si on ne vous dit pas qui est en train de faire ce match, vous ne saurez jamais que je n'ai pas dit, mais parce que c'est ma voix qu'on veut entendre. Bonjour, lorsque je dis bonjour, on entend ça partout. Et pourquoi est-ce que moi je vais me frustrer de ça? Parce qu'on va me dire, oui, à certains moments, j'ai été frustré par d'autres choses, mais je dis ça fait partie de la société parce que même des gens qui sont supposément valides ont des frustrations naturelles. Donc, c'est ça. Donc, vivez décomplexé, s'il vous plaît. Il n'y a pas à se sentir inférieur aux autres. Non, pas du tout. Tu as ta tête qui fonctionne. Donc, même ton corps qui fonctionne. Comme on dit, il y a fouille, c'est juste que ton corps ne peut pas rien. fonctionner avec la même rapidité ou la même mobilité que les autres. Mais moi, je marche. Moi, je dors. Moi, je lave les assiettes. Moi, après... Pourquoi je dois faire exactement? Parce que celui qui me dit qu'il a 2 jambes et que c'est un exploit, je vais lui dire d'aller courir comme Usain Bolt. Pourquoi lui ne peut pas courir comme Usain Bolt? S'il ne peut pas courir, c'est qu'en réalité, ces 2 jambes-là aussi sont handicapées par rapport aux jambes de quelqu'un d'autre qui a des jambes qui vont vite. Donc, utilisons nos aptitudes, c'est nos forces. Il y a un art martial que j'aime, c'est le Aikido. Le Aikido, c'est qu'on vous prend avec la force que vous avez en face. C'est-à-dire que vous m'attaquez, c'est la force que vous amenez vers moi, qui m'aide à vous neutraliser. Et moi, ce sport, cet art martial, je l'aime parce que je dis toujours aux gens, moi, ce que je dois faire, je le fais avec la force qui s'oppose à moi. C'est-à-dire que Martin veut grimper une marche. Je sens que ça va être compliqué.
difficile, j'utilise la force de ces marches-là pour pouvoir grimper. Moi, j'ai fait 6 ans à un immeuble de 6 niveaux où il n'y avait pas d'ascenseur. J'allais travailler tous les matins. Je faisais les 5 étages au moins 4 fois par jour. Et je ne trouvais pas que c'était un problème. Mais parce qu'à ce moment précis... Et mieux, vous étiez toujours le premier. Oui, à ce moment précis, j'avais la rage de vaincre, de gagner, de démontrer quelque chose. Donc cette force qui s'opposait à moi, qui faisait que je ne pouvais pas, en fait, qui de façon naturelle devait me bloquer, moi je me servais d'elle pour me faire un dépassement de soi. Wow. Un dépassement de soi. Je pense qu'il n'y a pas... bon, c'est vrai que notre invité dit qu'il n'aime pas donner conseil. On dit qu'il n'y a pas meilleur conseil qu'il pouvait donner plus que ça. Mais le dépassement de soi... Non, il faut que les gens vivent. Parce que vous parlez... Moi, je parle de moi, mais j'ai vu... Moi, j'ai une association d'aide aux personnes vivant avec à mobilité réduite. Donnons-nous la main. J'ai vu des femmes qui venaient tout le temps, des femmes qui vivent avec le handicap ont le plus gros problème. Et généralement, elles ont des maternités avec des parents qu'elles ne connaissent pas. Parce qu'en réalité, des gens viennent dans la nuit les féconder et puis ils s'en vont parce qu'ils ont honte de s'afficher avec eux. Alors, avec elles. Alors, je leur pose toujours la question, mais comment? Parce qu'elles veulent se convaincre qu'elles sont des femmes normales. Mais je leur dis, en réalité, qu'est-ce qui fait que vous doutez de votre normalité? C'est ça qu'on doit enseigner aux gens. Vous êtes normal à partir du moment où vous vivez. Mais quand vous n'intégrez pas que vous êtes quelqu'un de normal, vous allez vous retrouver en difficulté de complexe où vous allez poser des actes même et des gigolos, que vous allez payer des gens. Vous allez avoir l'impression que vous devez toujours prouver quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de dire, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis brillant, je suis beau, je ne suis pas pauvre. Je vis ma vie normalement et donc je ne vois pas pourquoi quand je vais m'asseoir, je vais commencer par penser que comme je ne peux pas courir comme Adrien ou François, moi je suis exclu de la société. Mais non, ce n'est pas la course qui définit ma présence dans la société. Et depuis que je suis devenu chrétien, j'ai compris. J'ai encore compris beaucoup d'autres choses. Dans ma chrétienté, je sais que Dieu a créé. Le diable a corrompu un certain nombre de choses que Dieu a créées. Et donc, moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est de ne pas donner le pouvoir à Satan de penser qu'il a eu le pouvoir ou le dessus sur moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Paul, qui était un apôtre, vivait avec un handicap. Il est l'un des plus grands apôtres de l'histoire de la Bible. Il a écrit une littérature qui est plus abondante que toutes les littératures. Ce qu'on ne dit pas clairement, c'est qu'il vivait avec un handicap. Mais à quel moment, quand tu médites les passages de Paul, tu as l'impression que son handicap a empêché qu'il soit inspiré du Saint-Esprit et de Dieu pour éclairer et pour enseigner la parole de Dieu. C'est Paul qui a écrit, je veux dire, les textes fondateurs de toute l'Église. Donc aujourd'hui, que je vous le dis, je suis sûr que ceux qui me regardent, il y en a qui ne le savaient pas, mais vous ne le savez pas. Mais Paul l'a fait. Est-ce que vous avez lu Paul un jour? Paul s'est plaint une seule fois. Il disait qu'il avait l'écharde et le Seigneur lui a dit, bon, tu restes avec. Mais ça n'a pas empêché que Paul, il a parcouru presque toute l'Asie. Corinthe et toutes les autres contrées. Il est parti partout pour prêcher la bonne nouvelle avec sa situation. Donc, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Je dois me dire, je suis venu, si Dieu, je suis dans cette société, que Dieu me donne la force. Le Dieu est le Dieu de tout le monde. Le Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui ont les jambes ou de ceux qui n'ont pas les jambes. Souvenez-vous de l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, dans la Bible, il était le fils de Jonathan. Alors, David demande à ses serviteurs, est-ce que dans la maison de Jonathan, là, il n'y a personne, parce qu'il avait signé une alliance avec Jonathan. Et son employé qui est à côté de lui, lui dit non, il y a Méphibosheth, mais il est reclus des 2 jambes. Mais David ne lui a pas demandé. À l'époque, il était interdit aux personnes vivant avec le handicap d'accéder dans les espaces où il y a les rois, dans les palais. Qu'est-ce que David a fait? Il a dit, allez le chercher. Amenez-le ici au palais, il va manger à ma table. Alors, lorsque nous sommes face à ce type de situation, à quel moment je dois me poser la question? Parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu.
Et oui, c'est l'homme selon Yes. le cœur de Dieu qui montre aux hommes que, en fait, c'est à partir de là qu'il montre que il y a même pas, vous ne devez même pas souffrir d'une différence. Et aujourd'hui, Jésus, on a dit, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dans quiconque là, il n'y a Tout le pas monde. qu'on a Voilà. dit qu'on enlève les personnes qui vivent avec le handicap. Yes. On enlève, non, c'est quiconque croit en lui. Quiconque. Et je vais vous dire, moi, tant que je vis, j'ai espoir que le miracle va se produire pour que je puisse marcher tel que Dieu m'avait créé au départ. Amen. Parce que s'il y a Amen, quelqu'un qui est oui. resté 38 ans bloqué face à la, Amen. à la piscine de Bethesda et qui s'est levé parce que Jésus lui a dit lève-toi et marche, Oui. ben moi, je suis sûr que ça va se passer avec moi. Amen, J'ai cette amen, conviction amen. et ça va se passer. Et même la parole le dit, hein, après Jésus, on fera des choses encore plus grandes. Donc, tout est possible. Ben oui. Franchement, tout est possible. Mais parce que, autre chose, il ne faudrait pas que les gens pensent que moi, je ne fais pas la promotion du handicap. Je dis, il n'y a aucun parent sur cette terre à qui je peux souhaiter d'avoir un enfant vivant avec le handicap. Parce que l'encadrement est difficile. La ressource première qu'un parent doit avoir, c'est la volonté. Ce n'est pas de l'argent. S'il n'a pas de volonté, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va abandonner. Et donc, je ne fais pas de promotion. Si moi, on me demandait de revenir, je ne reviendrai pas sous cette forme. Mais lorsque tu es comme ça, lorsque la nature t'a imposé ce défi, défie la nature. Défie la nature. Et c'est ça que je dis aux gens. Vous n'allez pas, si je me mets à pleurnicher, ah ouais, mais pourquoi Dieu a voulu que je... Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Dieu a créé tous les hommes avec un bonheur certain et en santé. Le diable est venu intervenir. Il a corrompu la création de Dieu et on se retrouve avec des maladies de partout. Mais je vous dis encore que si Paul a réussi à faire son apostolat de façon magistrale avec les chardes qu'il traînait, avec le handicap qu'il traînait, moi je ne vois pas pourquoi je vais venir aujourd'hui que je suis en Christ encore me plaindre. Il n'y a rien qui peut être au-dessus. Et quand Dieu parle à Paul, il donne l'impression, parce qu'il donne l'impression, il dit clairement à Paul que c'est ce qu'il a voulu, qu'il soit comme ça. Donc Dieu peut vouloir que je sois ainsi aussi peut-être pour braver les choses les plus incroyables et montrer à l'humanité que l'humanité, ce n'est pas à travers le physique, mais c'est l'humanité, c'est à travers autre chose. Et je prie Dieu de tout mon cœur que le miracle de la guérison se produise avant que je ne quitte cette terre. Est-ce que vous savez que lorsque Moïse est venu sauver le peuple d'Israël d'Égypte pour aller à Canaan, tous ceux qui étaient malades ont été miraculeusement guéris? Parce qu'il fallait marcher dans le désert. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir si, quand il marchait dans le désert, il n'y avait pas de personnes qui avaient le handicap et tous. Tous ont été guéris parce que lorsque Dieu te donne une mission, il te donne les moyens d'atteindre cette mission. Il savait qu'il devait marcher dans le désert. Il s'est arrangé pour que personne ne soit malade. Waouh. Waouh. Gloire à Dieu. Ah, c'est fort ça. J'aime beaucoup. Donc, vous l'avez compris, notre invité du jour est un invité complet. On a parlé de handicap, on a parlé de se dépasser, voilà. Et là, on a abordé même le côté foi. Ça fait partie des choses aussi que j'apprécie vraiment en vous. Vous n'avez pas honte de vous afficher, d'accord? Bien au contraire, vous le dites haut et fort. Dieu a une place importante, sinon la première place même dans votre vie. Et c'est un exemple vraiment, c'est un exemple à suivre, d'accord? J'aimerais qu'on revienne sur ce parcours incroyable-là. Commenter une Coupe du Monde, c'est-à-dire du match d'ouverture jusqu'à la finale. Comment vous l'avez préparé? Comment vous vous êtes senti avant, après? Quelle a été la réaction de votre entourage et tout et tout? Ben vous savez, bon, en fait, j'étais déjà un journaliste connu dans les milieux qui faisait dans le sport, donc, en fait, je ne suis pas venu de façon subite. C'est-à-dire que les gens, ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu progresser. Donc, après, c'est des choses qui étaient pas nouvelles. Mais c'est un métier que j'ai appris. C'est pour ça que je dis à toutes les personnes vivant avec le handicap, allez à l'école. Voilà. Allez à l'école. Voilà. Arrêtez de penser qu'on vous facilite la tâche en vous laissant à la maison.
allez à l'école. C'est la seule chose qui peut faire que vous atténuez les effets de la discrimination sociale. Parce que Exact. lorsque vous êtes armé de connaissances, et tout le monde marche au pas. La preuve, lorsque je suis en train de parler, tout le monde est de là, on se dit, mais comment il parle bien comme ça? Mais parce que je suis allé à l'école. Aller à l'école. Les parents qui laissent les enfants à la Oui, maison sous prétexte voilà. que non, envoyez-les à l'école. Moi, mon père était infirmier. Il n'avait pas forcément des moyens, il n'était pas directeur, il n'était pas ministre, mais il a réussi à me donner une scolarité. Il s'arrangeait pour que j'aille à l'école. Je suis allé à l'école, je suis allé à l'université, je suis devenu l'homme que je suis devenu. Aller à l'école. Et donc, cette école m'a donc permis d'avoir déjà des aptitudes intellectuelles pour pouvoir préparer les matchs, apprendre comment on commente le match. Et c'est simplement ça. Quand tu sais comment on prépare le match, tu le prépares de façon naturelle. Après, maintenant, lorsque tu es assis, tu analyses ce que tu vois. Après, c'est vrai, en 2010, en Afrique du Sud, au Soccer City, lorsque j'ai fini de commenter la finale de la Coupe du Monde, je me suis mis à pleurer. J'ai eu une très forte émotion parce qu'à un moment, je me suis dit, waouh, comment j'ai fait pour être ici? Partie du handicap et tout. Et je me suis dit, waouh, Martin, c'est fort. Je voyais le public qui était autour de moi, des autres confrères, et je me disais, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être là? C'était immense, c'était ma première fois, j'étais sous le coup de l'émotion. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai vu tout le parcours, les moqueries, les discriminations, j'ai vu plein de choses. Et lorsque je suis arrivé là, mais après, c'est devenu classique 2014 au Brésil. Mais en fait, c'est que je faisais des émissions, donc ce n'était pas un problème particulier pour moi. Je suis habitué à ça. J'ai appris le journalisme, donc ça devenait plus facile. Et donc, votre talent vous a ouvert des portes. Vous avez rencontré de grandes Ouais, personnalités dans le monde ouais, du beaucoup sport. des footballeurs, des personnalités de très haut vol. J'ai rencontré beaucoup de monde, mais lorsque j'ai fait le test pour être recruté comme commentateur de Coupe du Monde, c'était en France. On voulait un commentateur, on était presque 100 au départ. Wow. Et lorsque les résultats finaux, on a fini, et les examinateurs ont dit aux responsables que j'étais le meilleur, ils leur ont dit, ouais, mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un autre, essayer quand même de trouver, parce que lui, ça va être difficile, avec des questions de mobilité. On a refait le test avec Wow. d'autres examinateurs, avec d'autres personnes. J'étais le meilleur. On a refait le test, c'était le meilleur. Alors, et finalement, ils se sont dit, bon, écoute, hein, vaut mieux s'adapter à lui. Et puis, ils ont trouvé des solutions de m'accompagner dans les stades, de mettre un dispositif qui pouvait me permettre Voilà. d'arriver dans les tribunes. Et donc, la seule difficulté, c'était que j'arrive à la tribune. Oui. Parce que dès que je suis assis à la tribune, le reste, lorsque je commence, bonjour mesdames et messieurs, ça va vite. Ouais. Donc, j'ai plus besoin de quelqu'un pour porter ma voix. Moi-même, je la porte. Exactement. Donc, Exactement. c'est ça. C'est pour ça que je leur dis d'aller à l'école. L'école. Vraiment. Donc, Je ne veux même pas que quelqu'un me dise, parce qu'on dit, ah ouais, mais comme il est comme ça, il faut non. plutôt qu'il aille apprendre un métier dans un garage ou non. Allez à l'école, faites l'école au Envoyez vos enfants maximum, à l'école chez accumulez des parents. connaissances. Les connaissances, c'est l'arme qui vous permet de tuer la discrimination dans la société. Wow. Les connaissances, c'est l'âme qui vous permet de tuer les discriminations dans la société. C'est fort. Retenez vraiment ce nom. Martin Camus, il est personne à mobilité réduite et il a été le premier Africain à avoir commenté une Coupe du Monde. Donc, si demain, là, tu sors et puis quelqu'un te dit personne handicapée ne peut rien faire là, dis-lui ça. Il faut lui dire, est-ce qu'il connaît Martin Camus? Mais à côté de Martin, quand même, je ne sais pas, il y a les Stephen Hawking. Moi, l'histoire de Stephen Hawking a transformé ma vie. Je fréquentais une avocate au Cameroun très connue qui s'appelle Alice Com. Alors un jour, j'étais à l'université, j'arrive, j'étais toujours le petit garçon, je l'admirais beaucoup. J'arrive chez elle, elle me dit, bon, l'Internet venait d'arriver à l'époque, elle me dit, assieds-toi là. Elle tire un document de Stephen Hawking, le plus grand savant de notre ère moderne. Elle me dit, lis. Il était assis sur une chaise, il ne pouvait même pas bouger comme moi. Et elle me dit, tu vois ce mec, c'est le plus grand savant de notre ère. Toi, tu peux marcher, tu peux bouger. Qu'est-ce qui peut empêcher que tu sois le meilleur? Et en fait, j'ai pris l'image de Stephen Hawking, je suis allé coller sur la tête, en haut de mon lit. Je regardais ce monsieur tous les jours. Il m'a transformé.
C'est important. Il faudrait que nous aussi, avec nos exemples modernes, contemporains, que quelqu'un puisse dire que j'ai vu Martin faire, Voilà, je peux faire. Parce qu'on peut dire, Stephen Hawking, on dit, ouais, c'est loin, c'est aux États-Unis. Exact. Mais Martin est avec vous. On a besoin je suis à de mobilité. repères. Oui, depuis l'âge d'1 an et demi, j'ai commenté 2 Coupes du Monde. Je suis considéré comme l'un des plus grands journalistes de sport. En Afrique, j'ai une femme, j'ai 5 enfants. Oui. Alors, dites-moi ce qui me manque encore dans la vie. Donc, vous pouvez, si vous restez et vous dites, ah non, mais moi, je suis condamné à demander à être assisté. Non, vous n'êtes pas commandé à être assisté. Oui. Vous êtes programmé pour réussir, quelle que soit la situation que la nature vous a imposée. Amen, amen, amen. Non, j'avoue que même moi, là, je suis rassasiée. Je suis satisfaite de cette nourriture, non seulement spirituelle, psychologie. Franchement, il y a de quoi avoir un bon boost de motivation. Donc, si tu es là, tu es une personne à mobilité réduite ou bien tu es une personne valide, tu penses que toi, tu as trop souffert et que tu vas abandonner ta vie là, regarde cette émission. Pour ceux qui aiment la lecture aussi, d'ailleurs, tout le monde doit lire. C'est très important. Je vous conseille même ce livre-là, Debout, d'accord, écrit par notre invité du jour. C'est disponible à la FNAC ici à Abidjan, d'accord. Donc, j'aimerais, pour clôturer, vous demander, est-ce que vous avez des perspectives ou bien un dernier message à adresser à la jeunesse ou bien à... Je vais dire quelque chose qui me touche personnellement. Dire aux personnes qui vivent avec le handicap, même lorsque vous avez réussi au plus haut niveau, votre acceptation est difficile. Même lorsque vous avez réussi au plus haut niveau et que vous êtes une personne qui vit avec le handicap, votre acceptation est difficile. Moi, j'ai gravi toutes ces marches, j'ai gravi tous ces échelons. J'ai vu la méchanceté avec laquelle j'ai été traité. J'ai vu l'injustice que j'ai subie. On m'a accusé de tout et de rien. Oui. Et, mais je dis, en fin de compte, on va dire que peut-être j'ai ouvert la porte. Ma popularité était devenue telle que même des personnes, je devenais une épreuve pour des personnes valides que leur propre famille les jugeait en leur disant, regardez, ce monsieur... Comment lui réussir et vous ne pouvez pas? Et la société a horreur de ce genre de choses. J'ai donc été dans les mailles, la société m'a dégoûté, j'ai été broyé, mais je leur dis, le handicap m'a touché, j'avais 1 an et demi. J'ai vécu pendant presque 49 ans avec le handicap, je n'ai pas été broyé. Cette affaire est venue, m'a assommé, mais j'ai dit que tant que moi je vis sur cette terre, je ne me laisserai pas parce que Dieu ne m'a pas créé pour eux. Dieu m'a créé pour lui. Et si Dieu m'a créé pour lui, je dois me battre jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle, parce que je pense que j'ai quelque chose à apporter et le diable ne peut pas m'empêcher d'apporter ça. Je vais apporter ça jusqu'à la fin de ma vie. Parce que si je ne viens pas parler de ma vie aux gens, il y a des gens qui vont mourir dans les cachots, des gens qui vont mourir dans le désespoir, des gens qui vont croire qu'en réalité, à la première attaque que vous allez recevoir dans la société, vous devez reculer. Ne reculez pas. Ils n'ont pas le monopole de la violence, de la force. Ne reculez pas, foncez. Amen. Parce que moi, on m'a attaqué. Oui. Une affaire qui était partie sur une affaire qui n'avait rien à voir avec mon handicap, mais j'ai été attaqué sur le bassin de mon handicap, mais j'ai décidé de tenir, de continuer à me battre. Aujourd'hui, je suis debout, je suis à Abidjan. Et il y a pas, chaque fois que j'entre dans un média ici à Abidjan, tout le monde me dit, mais pourquoi tu ne viens pas travailler? Ça veut dire, les hommes peuvent penser ce qu'ils peuvent penser. Votre handicap est déjà une difficulté naturelle qui vous est imposée. Si vous ajoutez à la difficulté de penser à ce que les autres pensent, vous êtes dans un océan de difficultés et vous allez mourir simplement étouffé. Moi, c'est ce que je peux leur dire. Moi, je ne me laisse pas parce qu'en réalité, je sais ce que je vaux. Ce que je vaux, c'est que je suis une créature de Dieu et dans mon domaine, je suis le meilleur. Amen. Waouh. Amen. Oh, Jésus. Non, merci. Franchement, merci pour cet honneur que vous nous faites. Merci pour... Vraiment, merci d'avoir existé, quoi. Franchement, vous êtes... Même si vous n'existiez pas, on vous aurait créé. Parce que franchement, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là. Que tienne bon. Donc, j'espère que vous avez
vous avez été boosté comme moi, d'accord? Et j'espère que en suivant ce podcast, vous avez pris des résolutions. Ce n'est pas encore tard, d'accord? Rien n'est encore tard, même si vous passez par des situations difficiles. Les épreuves sont faites pour être affrontées. Et donc, chaque fois que vous serez dans une position où vous allez vouloir baisser les bras, souvenez-vous toujours de Martin Camus Mib. À très bientôt pour un nouvel épisode de C'est encore possible.